Robert, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans la commune de Siligny et puis une de vos passions, je crois, et qui est devenue un petit peu un métier. La grande passion, c'est l'apiculture, la Voilà. vie des abeilles. Alors, comment devient-on passionné d'abeilles et comment en fait-on un petit peu un travail complémentaire? On pourrait définir ça comme ça? Le pur hasard. J'ai un fils qui est passionné d'insectes, qui a fait phasme, qui a fait un petit peu tout ce qui peut se faire comme insecte, qui a trouvé un essaim dans la nature et puis qui me dit il faut le récupérer. Moi, j'étais pas chaud du tout pour récupérer les abeilles, je connaissais pas du tout. Et je lui ai dit oui, bon, on ira le soir, en sachant très bien qu'un essaim, généralement, il va rester 10 minutes, 1 heure au plus en place, et puis il repart pour la destination qu'il avait cherchée auparavant. Hein. Et le soir, l'essaim était encore là. Donc les excuses, on n'a pas de caisse, prends le couvercle de la machine à coudre. Et puis on a trouvé une caisse, on a mis les abeilles. Au début, on y va avec le masque, avec les gants. Et puis au fil du temps, on se libère un petit peu, on regarde d'un petit peu plus près, on se passionne pour la vie des abeilles, et puis ça y est, on est pris dans l'engrenage, et puis on se trouve à la situation où je suis maintenant, une vingtaine de ruches. Alors, ça fait combien de temps que ça a commencé cette histoire? C'est une quarantaine d'années. Ah, une quarantaine d'années, donc vous persévérez dans le temps. Ah oui, oui, de toute façon, je pense que on n'arrivera pas à me le... Ça sera un problème de santé ou un problème physique qui ne me permet plus de le faire, mais sinon, j'arrêterai jamais. Vous êtes passé d'un essaim sauvage à des ruches plus structurées, plus détaillées. Comment on fait? De toute façon, c'est pas des essaims sauvages. Hein. C'est toujours une partie de la ruche qui quitte la ruche, faute de place, faute de travail pour les ouvrières. Si une corporation de travail, que ce soit cirière, que ce soit butineuse, que ce soit nourrice, n'a plus de travail, automatiquement la reine décide de partir. On n'a plus assez de place, on n'a pas de quoi s'étendre. Hein, la population augmente, les constructions prennent de l'ampleur. Et si elles n'ont plus, si un corps de métier est là à rien faire, automatiquement la reine décide je m'en vais. Donc c'est issu d'une ruche. Hein, ça peut être dans la nature aussi, mais généralement c'est quand même l'apiculteur qui favorise le phénomène. Hein. Comment se structure un petit peu la hiérarchie dans une ruche? La reine qui détermine tous les caractères de la ruche. L'agressivité, la production, plus ou moins de propolis. La propolis, c'est ce qui sert à fixer. Les abeilles ne supportent pas les parties mobiles. Tout sera soudé, un cadre. Et pourtant, quand le cadre est en place, moi je me dis, c'est fixe. Non, pour l'abeille, elle se rend compte que c'est pas fixe, donc elle va tout souder. Et donc chacune a le caractère. Il y en a qui produisent plus. Il y en a qui vont démarrer à 5 heures du matin, alors que les autres démarrent à 7 heures. Il y en a qui travaillent encore à 10 heures du soir, alors que certaines ont arrêté. Non, les abeilles, c'est comme les humains. Chaque ruche a un caractère bien spécifique. Alors, il y a une hiérarchie dans une ruche, il y a des ouvrières, il y a des butineuses. Comment ça se déroule? C'est l'âge qui détermine la fonction. Elles viennent au monde, tout de suite, elles vont nettoyer les cellules. Elles vont être nourrices, elles vont être butineuses, elles vont être gardiennes. À chaque âge de leur vie, un emploi différent. Alors, ça vit combien de temps une abeille? On dit le travail c'est la santé, mais pour une abeille, plus il y a de travail et moins elles vivent. En été, mai-juin, au moment où il y a énormément de fleurs, où elles font le gros de la production, l'abeille, elle vit entre 3 semaines et 1 mois, pas plus. Alors que celles qui viennent au monde fin août n'auront rien à faire, puisque celles qui les précédaient auront engrangé la quantité nécessaire de miel pour passer l'hiver.
elles vont vivre 6-7 mois sans problème. Et elles seront opérationnelles pour l'arrivée des fleurs. Alors une ruche, c'est combien d'abeilles? L'hiver, 30 000, 40 000 maxi. Et l'été, ça peut monter facile à 80 000. Alors ici, on est à Siligny dans le bocage. De quoi se nourrit-elle ces abeilles en Moselle? Ben là, nous à Siligny, on a énormément de chance. On a la seille. Donc les bords de seille ne sont pas cultivables. C'est les prairies naturelles. On a les bords de seille qui sont énormément fleuris aussi. On a la forêt. En forêt, il y a une multitude de fleurs. Hein, ça commence par les premières fleurs de l'année, on en a autour de nous. C'est les noisetiers, ça va être les saules-marceaux, ça va être érable, ça va être pissenlit, les merisiers, aubépines, épines noires, les myosotis, les coucous, enfin toutes sortes de fleurs. Je ne connais pas les noms scientifiques, mais il y a une quantité inimaginable de fleurs qui rentrent dans la composition du premier miel de l'année. Ensuite, il y a des saisonnalités, il y a des périodes, c'est-à-dire qu'elles butinent toute l'année, elles font du miel toute l'année, ou alors est-ce qu'il y a une saisonnalité pour ces abeilles? Elles font du miel quand il y a possibilité d'en faire. S'il n'y a pas de source, la source, c'est la fleur. Donc, mois de mai, on a une explosion de fleurs. Si on veut produire toute l'année, il faut déplacer les ruches pour emmener les abeilles aux endroits où on peut faire de la récolte. Un apiculteur, pour vivre de l'apiculture, est obligé de faire de la transhumance. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis sur du pissenlit, et je vais faire du miel de pissenlit. Je vais emmener les abeilles en Bretagne sur du châtaignier. La récolte de châtaignier faite, je les amène sur la lavande. Après, je les ramène en Alsace sur du sapin, ce qui permet d'avoir déjà une palette de miel importante et avoir des récoltes qui permettent de vivre. Parce que sinon, on ne peut pas vivre avec un petit rucher sédentaire. Alors, on dit aussi que les agriculteurs font trop de traitements sur leur champ et que ça pose des problèmes à ces abeilles. Vous avez un ressenti de ça? Là, c'est clair, c'est prouvé, mais bon, il faut que l'agriculteur vive, il faut que l'apiculteur vive. Mais bon, pour le moment, la priorité est quand même, de ce que je constate, elle est pour les agriculteurs, aux dépens des abeilles. Hein. C'est clair que des grandes firmes ont fait des tests sur la mortalité des abeilles et donc ont établi que à telle dose, l'abeille mourait. C'est juste, mais la réalité, c'est qu'à une dose infime, je vais dire 10 ou 100 fois inférieure à celle qui cause la mortalité, le produit attaque le système nerveux de l'abeille, va lui faire perdre le sens de l'orientation ou tout simplement le sens du travail. Elle ne va plus savoir travailler ou elle ne saura plus rentrer à la ruche. Alors pour moi, une abeille qui est morte ou une abeille qui ne rentre plus à la ruche, au bout du compte, le résultat est le même. Mais ça, on va avoir du mal à le faire admettre, quoi. Et sur le terrain, ça se constate qu'il y a des taux de mortalité importantes? Des ruches disparaissent. Ça m'arrivait par exemple l'année dernière. Au mois d'août, je prépare mes ruches pour l'hiver. Il faut que les stocks soient faits, comme j'expliquais tout à l'heure. Si je veux avoir des abeilles performantes pour l'arrivée des fleurs, il faut des abeilles qui n'aient rien eu à faire de leur naissance jusqu'au mois de mai. J'avais une ruche avec une forte population, avec les provisions, et puis un mois après, au cours d'une visite, tiens, elle est bien calme la ruche. Je vais voir, la population s'était effondrée. C'est un phénomène, pour moi, rare, puisque ça ne m'était jamais arrivé, mais par contre,
dans d'autres pays ou dans d'autres régions, c'est quelque chose de très, très fréquent. Le rôle de l'abeille, en fait, c'est non seulement de faire du miel, mais aussi de butiner et justement de permettre la fécondation de pas mal de végétaux. Le but premier, c'est féconder toutes les plantes, les fruitiers, les fleurs. Ainsi, il y a des calculs qui ont été faits. L'impact des abeilles, c'est des milliards d'euros qui sont rapportés à travers leur fécondation des fleurs et des arbres fruitiers. La production de miel est secondaire. Hein. On a parlé du rôle de ces abeilles, on va parler un petit peu du rôle de l'apiculteur au fil des saisons. Votre travail commence quand? Pendant l'hiver, c'est grand repos? Pour l'apiculteur, il n'y a jamais de repos. C'est un travail continu, différent mais continu. Les trois grosses charges de l'année, c'est la visite complète de la ruche, cadre par cadre, pour vérifier l'état des cadres, leurs changements éventuels, l'apport de provisions en pollen ou nectar. Je le fais à travers du sirop au miel. J'ai la visite de printemps pour me rendre compte de l'effet de l'hiver sur les abeilles. Il y a de nouveau à refaire des compléments de nourrissement. Éventuellement, si la population est trop réduite, rassembler les ruches, rassembler 2 ruches pour ramener une population qui permettra de faire une récolte. Deux petites ruches ne produiront rien. 2 petites ruches rassemblées vont faire une récolte. Et puis, celle que j'aime le moins, c'est tirer le miel. Pour moi, c'est la plus contraignante. Pourquoi? Parce que la passion, c'est l'abeille, c'est pas le miel. Tout simplement. Le miel, ça se récolte à quelle période? Il y a plusieurs périodes dans l'année? Habituellement, je fais 3 récoltes dans l'année. Il y a celle de printemps, qui se fait mi-mai, avec donc la plus grosse, c'est ce que j'énumérais tout à l'heure, une quantité de fleurs inimaginable. Je m'étais amusé à essayer de lister les fleurs, mais il y en a toujours des nouvelles en forêt. Ah ben celle-là je ne les comptais pas, et puis qui sont très fréquentées. Début juin, il y a l'acacia, hein, puisque les fleurs finissent de fleurir fin mai. Il n'y a plus grand-chose qui fleurit. Hein. Tout est terminé. Hein. L'acacia fleurit, donc je fais une récolte acacia. Et puis, j'ai un ruche en forêt, je fais du miel de forêt. Alors là, il y a des fleurs naturellement, mais il y a surtout du miel. Hein, c'est comme pour le miel de sapin, c'est des pucerons qui attaquent la plante et l'abeille qui récupère la partie sucrée. Il y a d'autres récoltes possibles? Non. Le miel de forêt se récolte fin juillet, début août. Et début août, on prépare les abeilles pour l'hiver. Alors ça consiste en quoi? C'est enlever tout ce qui est cadre qui servent à la production, puisque on a un cours de ruche avec la reine, une grille qui empêche la reine de monter dans les caisses qui sont superposées, donc qui ne servent qu'à la production de miel. Alors l'hiver influe beaucoup, les températures et les saisons influent beaucoup sur les ruches. Il peut y avoir des dégâts liés au froid par exemple? Non, tout ce qui est naturel ne dérange absolument pas l'abeille. Ni les grands froids, ni vent, ni tout ce qu'on peut... Non. L'abeille est dans la nature depuis bien longtemps, avant l'homme. Et si elle arrivait jusqu'ici, sans l'aide de personne, le seul problème qu'elle peut avoir, c'est tous les produits qu'on utilise dans différents domaines. Alors le travail de l'apiculteur après, c'est de faire son miel. Alors comment on le fait avant qu'il arrive directement en pot pour le consommateur? Alors l'importance déjà, c'est de ne récolter qu'un miel déclaré mûr par les abeilles.
il faut que les cellules soient operculées, fermées. Si on récolte du miel non operculé, c'est du miel qui a une teneur d'eau trop importante, parce que les nectars qui sont récoltés ont toujours des teneurs en eau. C'est un sirop sucré, mais avec des teneurs d'eau très importantes. L'abeille doit donc redescendre la teneur aux environs 17-18% d'eau. Et en plus de ça, elle le prédigère, ce qui fait qu'il est bien plus facilement assimilable par l'homme, puisqu'il a déjà été déjà digéré. Ça pourrait être presque assimilable par piqûre intraveineuse, puisque c'est un produit déjà transformé. Il y a des conseils pour choisir son miel? Le seul conseil, les gens de toute manière achètent leur miel suivant leur goût. Je crois que j'ai jamais vu une personne qui s'intéressait à la qualité, à vraiment la qualité du miel. C'est uniquement le goût. On achète un produit pour se faire plaisir, on a un goût qui convient. Il y en a des milliers de goûts différents. Quand on voit les quantités de fleurs dans une région et qu'on s'imagine le nombre de fleurs dans chaque région, est bien souvent différente. On a donc une palette de miel, c'est inimaginable. Et les goûts et les couleurs, on dit, pour certains, à un moment, le miel de châtaignier, des revues d'apiculture disaient il est impropre à la consommation, parce qu'il est amer, on le conseillait uniquement pour les pâtisseries. Moi, personnellement, apiculteur, j'adore le miel de châtaignier. Mais sinon, entre goût et qualité, les qualités sont liées au nectar de fleurs qui compose le miel. Chaque plante a des propriétés bien différentes. On va dire le tilleul pour dormir, le thym pour désinfecter. Et donc, si on a comme le miel de printemps, qui n'a pas un goût, c'est pas extraordinaire, mais par contre en qualité, quand on voit le nombre de plantes qui rentrent, donc, mais ça personnellement, j'ai jamais vu de personne qui s'intéressait aux propriétés propres du miel, c'est uniquement le goût. Alors on fait ces sauces comme le vin, on fait des coupages de miel? Non, le coupage, il se fait naturellement. Les abeilles rentrent le nectar et commencent toujours par le centre de la ruche. Elles font toujours, que ce soit pour le nectar, pour la ponde, c'est toujours sphérique. Donc elles partent du milieu et elles agrandissent le cercle. Elles vont avoir le centre, les premiers cadres, ça va être le pissenlit. Et puis le pissenlit étant fané, elles vont aller sur l'aubépine. Et on a dans la ruche une grande quantité de miel différent. Mais au moment de l'extraction, on ne peut pas s'amuser à tirer un cadre, et puis un autre, et puis donc on prend l'ensemble de la caisse, et on a un brassage de nectar différents. Alors vous, votre miel, il est quasiment vendu d'une année sur l'autre. Il est vendu avant la récolte. Les gens viennent et prennent leur miel et commandent pour l'année suivante. Je fais une vente dans l'année, la brocante à Sivigny. Cette année, à 9h du matin, je m'étais installé à 7h. À 9h du matin, un miel de forêt, il n'y avait plus. J'ai plus de petits pots, il ne reste plus grand-chose, quoi. Et si des gens en désirent quand même un petit peu ou venir vous voir, c'est possible? Moi, de toute façon, à partir du moment où une personne a acheté un pot de miel, il a mon adresse, il a mon numéro de téléphone. Et de toute manière, j'ai des gens qui viennent à longueur d'année. Alors, vous pouvez peut-être donner vos coordonnées. Mon numéro de téléphone, c'est le 03 87 52 74 13. Robert, on vous remercie beaucoup pour cette découverte des ruches aujourd'hui.